Bonjour à tous, bienvenue, c'est France 3 Bretagne, c'est 9h50 le matin. On vous embarque pour 52 minutes de bonne humeur. Alors ce matin, autour de notre invité d'honneur, Jacques Rohaut, le président de l'Association des peintres officiels de la marine. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui être peintre officiel de la marine? Comment le devient-on? N'a-t-il que des peintres d'ailleurs? Ce n'est pas sûr. Réponse tout à l'heure. Et puis il sera rejoint également par un jeune peintre de la baie de Morlaix, Jonathan Florent, qui rêve de devenir peintre officiel de la marine. On vous donnera aussi une chouette idée de voyage. Et oui, partir en vacances en bateau, cargo, ce sera la chronique d'Olivier Dauvert, notre expert conso. Avec nous également le conservateur François Coulon qui nous présentera un objet insolite sorti tout droit du cabinet de curiosité du musée des Beaux-Arts de Rennes. Ce matin, ce sera un lithophone chinois, je ne vous en dis pas plus. Stéphane Gramont sera également avec nous. Il vous a décoté la solution pour payer vos achats groupés en ligne. Il s'agit de Pledge, une innovation 100% brestoise. Avec elle, pas d'avance de frais et surtout, pas de galère de remboursement auprès de ses amis, ce qui peut éviter quelques engueulades. Il sera enfin question d'emploi avec notre expert Sébastien No, expert en recrutement. Et puis nous retrouverons Billy à la SPA, en très bonne compagnie de chiens et de chats à qui vous pouvez offrir une nouvelle vie. C'est maintenant le moment de la météo. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Laurence. Je vous vois à peine là, derrière le lithophone. Bonjour. Alors, pour l'instant, ça va bien. Ça va se couvrir. C'est vraiment l'époque où l'expression « il fait beau plusieurs fois par jour en Bretagne » prend tout son sens. Et pour ceux qui se disent « c'est l'heure d'été, c'est le moment des apéros, des terrasses qui reviennent », donc ça va un peu se couvrir quand même au cours de la journée. C'est peut-être pas pour aujourd'hui le premier apéro. En même temps, tant mieux, on est lundi. Bon, allez, on va commencer sagement. Merci. Et tout à l'heure, Catherine, on vous retrouvera bien entendu tout au long de cette émission. Allez, autant de bonnes raisons de rester avec nous. Vous pouvez intervenir, poser vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne, 9h50 le matin. C'est parti, vous prenez un petit café. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Bonjour Olivier, bonjour François, bonjour Sébastien, bonjour Jacques Rohaut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le monde est en pleine forme? Très bien. Ça a l'air. Bon, l'apéro, c'est pas pour tout de suite, vous l'avez bien compris. Enfin, l'apéro en terrasse, attention. Allez, vous êtes né au Maroc, Jacques Rohaut. Oui, sur le plateau des phosphates. Oui, et vous en êtes parti à 6 ans, mais les odeurs de l'enfance, elles restent très présentes. Oui, ce sont vraiment ces odeurs-là qui sont les odeurs de l'enfance. C'est l'odeur de l'eucalyptus, le bruit des eucalyptus qui bougent quand il fait très chaud l'été, et même au printemps. Voilà, et ça inspire encore vos œuvres aujourd'hui, on le voit là ici... avec la Médina. La Médina de Marrakech. Voilà. Vous êtes avocat de profession et vous étiez avocat de profession. Vous êtes aujourd'hui le président de l'Association des peintres officiels de la marine. C'est vrai que ça intrigue un petit peu tout le monde. Qu'est-ce que c'est exactement aujourd'hui être peintre officiel de la marine? Alors on l'évoquera tout à l'heure. Mais avant cela, on voulait en savoir plus sur vous. Je vous propose de tirer un premier petit papier. Allez, on va voir ce qui va sortir. Petit Mickey, ou Petit Mickey. Petit Mickey, alors. Vous vouliez dire que j'étais nul, c'est ça? Non, moi je n'oserais pas dire ça du tout. Non, c'est vrai que déjà tout petit ou quand pas? j'étais à l'école, il y avait des garçons, des filles qui, à côté de moi, dessinaient très très bien. Ils avaient un coup de crayon, ils savaient dessiner des petits bonshommes et tout ça. Moi, j'ai jamais été capable de faire ça et je sais toujours pas le faire d'ailleurs. On a souvent dans les dîners traditionnels ce qu'on appelle le chien de mer, le dîner des peintres de la marine. Il y a une sorte de jeu qui consiste à faire un dessin qu'on reprend. Eh bien, moi, je suis le plus nul là-dedans. Je ne sais pas le faire. Vous savez faire des choses beaucoup plus compliquées. Allez, vous tirez un deuxième petit papier, si vous voulez bien. On va voir un petit peu, justement, d'où vient ce déclic chez vous qui ne saviez pas dessiner. Philippe Lejeune, oui. Alors, Philippe Lejeune a été mon maître. Il était le père de 2 amis d'enfance. C'est un peintre. Et on allait dans son atelier quand on était petit. Moi, j'avais eu mes parents avaient commandé mon portrait. Qu'on voit là d'ailleurs. Voilà. Alors ça, c'est vous. J'avais 21 ans. Dessiné par Philippe Lejeune. Ça a beaucoup changé. et voilà. Et au cours de cette séance de portrait, je me suis posé beaucoup de questions parce qu'il y a quelque chose de très miraculeux qui s'établit. C'est un ménage à 3, le portrait. Il y a le peintre, le modèle, et puis il y a le tableau, qui a sa propre existence au bout d'un moment, et c'est très intriguant. Et c'est cette relation, en fait, qui vous a voilà, qui a déclenché quelque chose. Et puis après, il a ouvert un atelier qui était dans la ville d'Étampes.
Et puis j'allais voir ses filles le dimanche, c'était un cours de portrait, tout le dimanche matin, il faisait un atelier de portrait. Puis au bout d'un moment, il m'a dit, bon, ça suffit, il faut vous y mettre. Et c'est comme ça que je m'y suis mis. Et petit à petit, je suis allé tous les dimanches. Et c'était une époque où on pouvait ne pas aller à la fac sans être sanctionné trop lourdement. On ratait pas ses examens, on pouvait les avoir même en n'y allant jamais. Et c'est comme ça que j'allais à l'atelier plus qu'à la fac. J'ai mis un temps plus long que la moyenne, il faut reconnaître. Ça vous a plutôt réussi. Et voilà. Et ensuite, je suis devenu avocat et j'ai peint tous les samedis et les dimanches. J'allais à l'atelier et puis ensuite, j'ai réservé une partie de mon temps à la peinture, 3 jours par semaine. On l'évoquera tout à l'heure, tout ça. Hein, d'accord. Je vous propose pour l'instant, est-ce que vous aimez les animaux les uns et les autres ? Oui. Il faut dire oui, sinon... Ouais, voilà. J'ai 2 chiens. J'adore. Les loulous de Poméranie, tiens, voilà, c'est original. Ah d'accord. Bon, voilà. Écoutez, on va voir si notre ami Billy en a trouvé à la SPA de Rennes, où on le rejoint tout de suite. Bonjour Billy. Bonjour Laurence, nous sommes de retour cette semaine au refuge de la SPA de Rennes, donc route de Lorient, avec toujours Jennifer, donc, qui est la patronne ici, c'est elle la boss. Alors aujourd'hui, on vous propose à l'adoption une petite femelle, c'est ça ? Oui, Iseult. Iseult. Qui a 3 ans. Bonjour mademoiselle. Bonjour Iseult. Donc Iseult, elle a 3 ans. Oui, elle a 3 ans. Elle est un petit peu intimidée par les caméras, ça lui fait un petit peu peur. C'est une petite timide. Voilà. C'est une petite chienne très douce, qui peut vivre en famille avec des enfants, des congénères, des chats, en maison comme en appartement. C'est vraiment pas une petite chienne embêtante. Donc là, Iseult, elle peut avoir un copain chien. Ce sera bien pour elle, pour l'aider ? Oui, ça peut l'aider, tout à fait. Vu qu'elle a pas mal de peur, ça peut l'aider à évoluer plus vite au sein de son futur foyer. D'accord. Donc si on recherche aujourd'hui un petit chien calme, à l'adoption, on a un chat, on a déjà un chien, on a des enfants, on n'a pas de soucis. En appartement ou en maison, Iseult est fait pour vous. Voilà, Iseult est fait pour vous. Alors, je tenais à vous rappeler que si Iseult, regardez mademoiselle la caméra, attention, si Iseult n'est pas forcément votre coup de cœur de la semaine, il faut savoir qu'ici, au refuge de la SPA, il y a d'autres chiens, quoi. Une bonne centaine de chiens. Oui. Une centaine de chiens qui sont dispo pour venir faire des petits câlins avec vous sur votre canapé. Donc Laurence, je vous dis à tout à l'heure et puis on vous proposera un autre petit wawa à l'adoption. À tout à l'heure. Merci beaucoup Billy. Bon là, c'était pas un loulou. Hein. Non, un peu grand. Un peu grand, ouais. Bon, allez, on reste sur l'eau avec vous, Olivier. Vous nous proposez aujourd'hui des vacances originales en cargo plutôt qu'en paquebot. Eh oui, en cargo. Et ce qui m'a donné l'idée, c'est samedi le départ de Saint-Nazaire du plus grand paquebot du monde, le Symphony of the Seas, le nouveau géant des mers, puisque c'est lui désormais qui a le titre. Quand j'ai entendu qu'il y avait plus de 8000 passagers possibles dessus, moi qui cherche des vacances intimistes, je me suis dit que je n'allais pas vous proposer ça. Donc du coup, je suis plutôt parti encore une fois sur les océans, mais en prenant le contre-pied, en cargo. Alors, c'est des bateaux aussi, qui sont parfois d'ailleurs aussi grands que ces grands paquebots, mais qui transportent non pas des passagers, mais des céréales, des voitures, des containers, des engrais, que sais-je encore, d'un point à l'autre du globe, et qui, en général, ont quelques cabines à louer. Alors, pas beaucoup, mais quelques-unes. Donc, je me suis dit que c'était quand même autrement plus original que le Symphonies of the Seas. Effectivement. Alors, pourquoi partir en vacances sur un cargo ? C'est vraiment intime, vous croyez ? Alors, déjà, je vais vous donner des raisons de ne pas le faire. Comme ça, vous serez prévenus. Ok. Si vous voulez quelque chose qui aille vite entre votre domicile en Bretagne et votre lieu de villégiature où vous souhaitez passer du temps, vous oubliez, parce qu'un cargo, évidemment, c'est lent. En plus, parfois, ça fait beaucoup d'escales dont vous ne maîtrisez pas grand-chose, donc vous oubliez. Si c'est pour avoir un restaurant gastronomique, une salle de sport, dernier cri, un spa, un institut de beauté, une piscine à débordement, un cinéma, que sais-je encore, là, vous prenez le Symphony of the Seas, encore une fois, ça ira très bien, parce que sur un cargo, vous ne trouverez pas ça. En revanche, si vous voulez vous couper du monde, si vous voulez passer votre journée à admirer la mer ou votre chérie, parce qu'effectivement, ça peut être aussi une activité, vous pouvez faire les deux. Alors là, vous pouvez envisager des vacances en cargo. Mais il faut avoir le temps, parce qu'il faut quand même bien savoir que le temps peut se rallonger, que vous n'êtes pas maître du tout du départ, oui, mais de l'arrivée, non, parce que c'est d'abord des bateaux qui sont faits pour transporter des marchandises. Donc, si vous avez des soucis techniques dans des ports, s'il y a des mouvements sociaux parce que les dockers ne déchargent pas, vous attendrez encore une fois. Bref, vous allez vivre au rythme du bateau. Vous allez découvrir accessoirement un univers que vous ne connaissez pas, parce qu'en général, c'est assez fascinant. Et puis, le commandant de bord est en général assez content de faire partager son métier
et il n'aura pas de difficulté à discuter avec vous parce que peut-être que pour lui, parler à ses passagers particuliers par rapport à ses marins, ça lui fera peut-être des vacances à lui aussi, donc tout le monde sera content. Alors par contre, pour le côté intime, du coup, s'il nous colle au basket tout le temps, c'est un peu moins sympa. Vous serez libre quand même à quelques petits moments. Alors, est-ce qu'on peut aller loin en bateau cargo ? Vous pouvez aller loin, vous pouvez aller sur tous les continents. La seule condition, évidemment, c'est qu'il y ait de l'eau et un port, parce que sinon, ça n'intéressera pas beaucoup le bateau. Prenez, par exemple, dans les ports qui font un petit peu rêver quand même, New York. Eh bien, New York, vous pouvez y aller en bateau cargo, vous partirez du Havre, c'est pas si loin que ça. Alors évidemment, vous mettrez plus que les 6 heures d'avion ou les 7 heures d'avion, vous mettrez entre 10 et 20 jours suivant le nombre d'escales, mais malgré tout, vous pourrez aller jusqu'à New York. Si vous avez beaucoup plus de temps, moi je vous propose un truc qui s'appelle une grande boucle. Une grande boucle, c'est vous partez d'un point et vous y revenez, mais entre-temps, en gros, vous parcourez la Terre. Vous pouvez partir aussi du Havre, vous allez d'abord aller à New York, puis en Colombie, le canal de Panama pour passer de l'autre côté, côté Pacifique. Vous irez à Tahiti, bon là ça commence à être tout de suite beaucoup plus intéressant. Vous irez ensuite en Nouvelle-Calédonie, en Australie et Nouvelle-Zélande et retour. Tout ça, ça va vous prendre 3 mois, 95 jours. Oui, mais 95 jours en amoureux, c'est quand même pas si mal que ça. C'est très, très bien. Mais encore une fois, sans portable, parce que vous serez quand même coupé du monde, en tous les cas, quand vous serez en haute mer. Mais ça, c'est peut-être une bonne nouvelle, sans portable. Allez, question rituelle. Est-ce que c'est cher ? Alors, déjà, il faut qu'on parle des prestations, parce que le prix, ça dépend évidemment toujours de ce que vous avez en face. Donc, vous aurez quand même une cabine privative, une salle de bain privative, je vous rassure, vous ne dormez pas avec les marins, Laurence. Vous aurez accès à la salle de sport, alors qu'il y a en général assez sommaire, mais ils ont de quoi faire quelques activités. Et vous aurez évidemment pension complète, parce que sortir le soir pour manger ailleurs, c'est pas facile. Donc, tout ça va vous coûter entre 100 et 200 euros par jour en moyenne. Donc, ça veut dire que si vous allez à New York en une dizaine ou une quinzaine de jours, ça va vous coûter 1 500 euros à 2 000 euros. Et si vous êtes intéressé par ma fameuse grande boucle pour faire quasiment le tour du monde, aller-retour jusqu'en Nouvelle-Zélande, là, ça vous coûtera pour les 95 jours 30 000 euros. C'est pas donné. D'accord. Donc, il faut être non seulement très amoureux et peut-être aussi un peu riche quand même, parce qu'il faut se le payer. Mais reconnaissez avec moi que c'est quand même très original. Ah, mais on comme type de reconnaît. vacances. C'est juste qu'il va falloir économiser un tout petit peu, quoi. Bon. Voilà, si c'est que ça le problème, ça ira. Ouais, enfin 30 000 euros quand même. Hein. Bon, bref, ça vous tente dans l'absolu, sans les 30 000 euros, je veux dire. Hein, oui, si on mettait à part la question des 30 000 euros, vous en avez à 1 000 ou 1 500 euros. Je vous ai tout de suite fait rêver avec ma Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas que la grande boucle. Et Tahiti, mais vous pouvez très bien aller jusqu'à New York. Sébastien, vous connaissiez ? Non, je ne connais pas. Je suis assez étonné à voir. Tout ça est vrai. Tout est vrai. Mais... il ne ment jamais, Olivier. Jacques, vous saviez qu'on pouvait partir. Je ne l'ai pas fait, mais ça me tente beaucoup, moi. D'arriver à New York avec un cargo. C'est magnifique. Déjà, nous, on a la chance d'arriver avec comme des... ça, oui, c'est formidable. Ouais, formidable. Alors, d'un cargo, on va passer aux 3 mois. Il n'y a qu'un pas. En 2016, vous savez, hein, le Belém fêtait ses 120 ans. Oui. Il y avait du beau monde. Il y avait 27 peintres officiels de la marine, 7 écrivains de marine qui lui ont rendu un très bel hommage. C'est un reportage qui avait été tourné à l'époque par Christelle Proutière et Thierry Bouilly. Sur le Belém, on chante la mer, on apprend la mer, les constellations. On dépouille ses vanités urbaines, on vibre à l'unisson du navire, on fait corps avec lui. Et le dépassement collectif s'accomplit dans l'anonymat d'un cap bien tenu. À bord, à quai, en rêve ou en réalité, le 3 Belém inspire les visiteurs, les marins, les photographes, les artistes, les écrivains. Et encore un peu plus les peintres et les écrivains de marine. Certains ont suivi l'étrave du Belém à l'occasion de ses 120 ans, lors de la remontée de la Loire vers Nantes, son port d'attache. Un instant de la vie de ce navire, capté sur le vif, dans l'émotion du moment, du mouvement. 120 ans du Belém, c'est une belle fête. Il y avait plein de monde sur les quais, il y avait toutes les cornes qui tapaient très fort. Je trouvais ça magnifique. Un joli moment auquel a participé Anne Smith, peintre de la marine depuis 11 ans, l'une des rares femmes à signer ses œuvres d'une encre de marine. Inspirée et impressionnée par le 3-mâts, elle signe aujourd'hui une toile dans un livre hommage, imaginé dans son atelier de la Gacilly, dans le Morbihan. Je vais essayer de faire quelque chose de différent, où j'utilise la toile brute et de faire un bateau un peu comme si ça arrive, comme dans un rêve, le bateau fantôme un peu, à la fois intemporel, à l'avenir, on ne sait pas où il va, où il est venu. Navire marchand, bâtiment de la Marine nationale ou bateau de pêche, tout inspire Anne Smith, résolument attachée à la Bretagne, ses navires et ses gens de mer. Un lien très fort également pour Yann Kefelec, écrivain de marine, un regard commun, une passion partagée.
soit que c'est les mots, soit que c'est la peinture, c'est la même chose. On est en train d'essayer d'écrire les choses en utilisant un sorte de code que les autres gens, on peut communiquer avec. Lorsqu'on se retrouve devant le Bélem, j'ai retrouvé mon âme d'enfant, donc pour en parler, je me suis contenté de réagir à des sensations d'enfance qui perdurent en moi, pour dire à quel point un bateau, c'est beau, c'est important. Et quel que soit l'art, ces artistes nous embarquent toujours vers une autre réalité. Eux qui ont le privilège d'avoir toujours une place à bord, des navires qu'ils rêvent et qu'ils subliment. Yann Guéfelec qui dit « J'ai retrouvé mon âme d'enfant en allant sur le Bélem ». Est-ce que vous savez, ça a été pareil? Ça vous a fait le même effet? Oui, mais surtout on avait la nécessité de peindre, puisqu'on avait donc une obligation de résultat. Il fallait qu'on débarque. Surtout qu'il y avait France 3 qui nous filmait pendant qu'on était en train de peindre. Donc si on avait fait des croûtes épouvantables, il fallait quand même travailler. Donc, mais sinon, le Bélem, naviguer à bord du Bélem, c'est quelque chose de formidable. Ah oui, c'est vraiment formidable. Et il y a tous les ans, c'est un peu comme sur un cargo, il y a des stagiaires qui viennent, il y a des gens qui reviennent tous les ans, passer 8 ou 10 jours sur le Bélem dans des destinations très variées. Et cette année, il va être en Méditerranée. Alors, il part vers d'autres océans. Vous êtes peintre officiel de la Marine et président de l'Association des peintres officiels de la Marine. Comment devient-on aujourd'hui peintre officiel de la Marine? Alors, on devient peintre de la Marine en essayant d'être accroché au Salon de la Marine. Il y a un Salon de la Marine qui se déroule tous les 2 ou 3 ans au Musée de la Marine, qui est au Palais de Chaillot. Enfin, là, c'était du temps passé, puisque maintenant, le musée de la Marine est fermé pour travaux pour 4, 5 ans, 6 ans peut-être. Comme tous les musées, ça dure beaucoup plus longtemps que ce qui est annoncé. Et si on est accroché au salon, on peut à ce moment-là déposer son dossier pour postuler au titre. Et à ce moment-là, on dépose un dossier dans lequel il faut avoir 25 à 30 œuvres, sujet marine, pas forcément militaire. Et puis sa carrière, son book, les dossiers habituels. Et on passe devant un jury qui est composé de 4 peintres de la Marine, c'est peut-être le jury le plus dur, un officier général qui est nommé par le chef d'état-major de la Marine. Et puis, il y a des gens du monde de la mer et puis du monde de la culture. Il y a des conservateurs et ce jury d'une quinzaine de personnes nomme 1, 2, 3, 4 personnes, 5 personnes. Cette année, on en a nommé 5. Ils sont nommés là depuis quelques jours. 5 jeunes, ça c'est important pour 5 vous. jeunes qui ont été nommés. C'est une nomination par le ministre de la Défense. C'est publié au journal officiel. C'est un corps qui existe depuis 1830, officiellement. Ça a existé depuis Richelieu, ça a commencé. Mais c'est devenu, on a inscrit 2 peintres à l'annuaire de la Marine en 1830. Et ça a été le début du corps des peintres de la Marine. Vous êtes devenu, vous, peintre officiel de la Marine il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Ça symbolisait quoi pour vous? Eh bien, de faire partie d'une famille dans laquelle on retrouvait Marquet, Signac, les grands. Marin-Marie, oui, évidemment, Marin-Marie, les grands. Et quand on est dans un groupe où il y a eu des grands, on croit qu'on est un petit peu grand. C'est peut-être pas très sûr, mais en tout cas, ça stimule. Et c'est vrai que ça stimule énormément. Puis on se retrouve beaucoup dans des escales ensemble où on est 8, 10, 12, 15 peintres, ou dans des aventures comme celle du Bélem, de l'hommage au Bélem. Et donc, on a une vie commune, à peu près 2 fois par an, on se retrouve. Ouais. On voyage beaucoup, on embarque, puisqu'on embarque. Moi, là, je pars à Tahiti pour les 250 ans de Bougainville. Je n'y vais pas en cargo, mais après, Marine, ça a l'air bien. on va être avec Anne Smith pendant... Anne Smith, qu'on a vu dans le reportage tout à l'heure. Elle va rester 2 mois, et moi, 3 semaines. Et on va faire une exposition là-bas, et on va montrer un peu les points où est passé Bougainville. Il y a un immense respect de la marine vis-à-vis de vous, peintre officiel. C'est assez marrant, vous avez plein d'anecdotes. Il y a plein d'anecdotes. C'est incroyable, racontez-nous. Michel Bernat, par exemple, à Tahiti, était à bord d'une frégate, je crois. Et il était en train de peindre les ombres sur le pont, et puis les cheminées. Et puis au bout d'un moment, ça faisait 2 heures qu'il était là, il dit, ça ne bouge absolument pas. Il se retourne, et il y avait le commandant qui manœuvrait pour que l'ombre ne bouge pas. Donc lui, c'est beau, ça, quand même. C'est un respect formidable. C'est incroyable. Mais même vous avez vécu des choses dingues. Moi, j'ai vécu une histoire surprenante, parce qu'un matin, il y avait une manœuvre, un bord à bord entre 2 grosses frégates. Et c'était un bord à bord, c'est 30 mètres. Donc, ils font des passages de 10 minutes, il se passe des choses d'un bord à l'autre. Et bon, ça commençait à 6 h du matin, le commandant me dit viens, tu vas voir ça à tribord. Alors moi je m'installe à tribord, mon chevalet, vous voyez, la boîte qui se déplie et tout. Puis au bout de quelques minutes, il vient me voir et me dit non, ça sera à bâbord. Donc je redescends en dessous, je m'installe à bâbord. La frégate passe 2 fois, je commence à faire ma petite toile. Et il vient me voir un peu déconfit, il me dit mais non, c'est trop difficile pour eux, il faut aller, on va. Là, il a vu ma tête et je l'ai vu partir à l'avant de la passerelle. Et appeler le commandant de l'autre bateau
Et il lui a dit, mais il y a un peintre de la marine. Et j'ai entendu, ah ben si c'était un peintre de la marine, on continue. Donc, il y avait donc la marine s'adapte. Voilà, elle s'est adaptée à un pauvre petit bonhomme qui était là avec ses pinceaux et sa palette pour faire une petite toile, qui était un truc grand comme ça. Et il y avait quand même 250 personnes sur chaque bateau qui étaient concernées par ce que je faisais. Et donc, ça donne une certaine pression aussi. Mais ça stimule. Vous avez un rang militaire, hein, vous avez un statut hybride, en fait. C'est complètement bizarre et c'est tout à fait parfait pour des artistes, puisqu'en fait, on a une carte militaire, mais on n'est pas militaire. On a un costume, parce qu'en fait, il y avait un amiral qui trouvait qu'au bout d'un moment, les peintres étaient un peu trop crasseux sur les bateaux, il y en avait dans tous les sens. Il a dit, si on leur mettait un uniforme, ce serait peut-être mieux. Alors, il y a certains qui aiment bien l'uniforme, on le met dans les cérémonies officielles. Moi, je ne suis pas un fanatique de l'uniforme, mais enfin, il faut le faire. La semaine prochaine, je vais le remettre à 7. Et donc, ce statut est bizarre, parce qu'on n'a aucune obligation, absolument aucune obligation. On doit juste exposer une toile tous les 2 ans au Salon de la Marine. En fait, c'est 2, mais comme il n'y a pas... Quelle que soit la taille. On peut faire des petits trucs. Voilà. La seule chose, c'est qu'on est limité par la taille du format. Voilà. Et vous êtes nommé à vie. Et on est nommé. Alors, on est d'abord agréé pour une période de 3 ans, renouvelable 3 fois. La marine veut que ce soit renouvelé systématiquement, donc personne n'est jamais non renouvelé. Et au bout de 9 ans, on devient titulaire, et là, c'est à vie. Voilà. Mais il n'y a aucune différence entre les agréés et les titulaires, on est tous pareils en fait. Il n'y a pas que des peintres chez les peintres officiels de la marine, je voulais terminer avec ça. C'est ça qui est incroyable. Il y a également des photographes. Il y a des photographes, des graveurs. Il y a Pierre Courtois qui est à Noirmoutier. Il y a un sculpteur, Jean Lemonnier, les œuvres. Qui est juste à côté qui est juste à côté ici, à Lagacilly, avec Anne Smith aussi, qui est aussi à Lagacilly. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des photographes. De presse il y a des dessinateurs. Il y a Nicolas Vial qui a dessiné pendant 30 ans dans Le Monde et puis après dans le Figaro Magazine. On voit encore une œuvre. Ça c'était un hommage au Belém qui ne s'appelait pas encore le Belém puisque il portait son nom italien que j'ai oublié. Donc c'est vraiment, il y a et des photographes. C'est une palette. Et à l'intérieur des peintres, il y a aussi des façons de travailler qui sont complètement différentes. Il y a des méthodes, il y a des gens qui sont plutôt illustrateurs, des gens qui sont plutôt aquarellistes, il y a des gens qui font plutôt de la gouache et d'autres plutôt de l'huile. Bon, vous nous avez bien intrigués. Il faut postuler. Mais voilà, il y a déjà un candidat, et il y en a peut-être un autre artiste, François Coulon, qui nous a rejoints. Alors, je vous laisse nous faire découvrir, François, on va se déplacer tous les deux, on va aller voir la merveilleuse curiosité que vous nous avez amenée. Venez voir. Alors, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous un petit peu, François. Ça vient du Musée des Beaux-Arts. Eh bien, c'est une... Oui, il s'agit d'une... Attendez, je vous rejoins là. Voilà. Expliquez-nous. Qu'est-ce que c'est? Faire sonner. Mais en fait, oula. C'est une cloche, ça sert de cloche, mais en fait c'est une pierre qui est sculptée, donc c'est de la famille des néphrites, et ça sert à sonner les heures. Alors on ne sait pas trop où, si ça sert dans un monastère, si ça sert chez des particuliers riches. En l'occurrence, c'est donc un king chinois qui représente ici une carpe, alors on dit carpe koi parce que c'est un peu classique, mais qui représente une carpe qui remonte normalement, c'est pour ça qu'elle a une gueule de dragon, qui remonte le fleuve Jaune et qui, dans une légende chinoise, quand elle arrive à passer les rapides dits du dragon, se transforme en dragon et s'envole dans les airs. Alors c'est un objet qu'on retrouve aussi un peu dans toute l'Asie du Sud-Est, aussi au Japon, ça porte d'autres noms, ça existe en Inde aussi, ça s'appelle Makara. Et là, ce qui est assez extraordinaire d'ailleurs, c'est que j'ai retrouvé le système qui le portait il y a quelques semaines en fait, et il traînait dans les réserves et on ne savait pas ce que c'était. Et en fait, en prenant les mesures, en regardant dans les manuscrits, on s'est aperçu que c'était son portant. Alors il manque quelques pièces, il en manque une en bas. Mais c'est un objet tout à fait précieux parce qu'il n'en existe plus. Apparemment. Surtout dans un état de conservation exceptionnel. Excellent, on voit quelques coups, donc on suppose qu'il y a du gong qui a dû être frappé dessus. Il a un son étonnant, assez pur. Hein. Très très pur. Alors c'est pour donner les heures, et en fait les heures, vous savez, c'est ce qui nous permet de changer dans la journée, et c'est pour ça que vraisemblablement, enfin c'est l'hypothèse qui a été donnée, vraisemblablement ça représente un animal qui est en cours de métamorphose, puisque la métamorphose du jour, sous l'effet des heures, c'est ce qui
est la marque du changement. Et donc, c'est aussi l'image de notre propre changement au fil des heures qui passent. Donc, c'est pour ça que ça matérialise, en fait, cette espèce de métamorphose entre un poisson et un dragon, et qui cadre tout à fait avec l'idée du cabinet de curiosité, puisque le cabinet, c'est un processus, c'est des liens que vous faites entre des éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, là, un dragon et un poisson. Et c'est ça qui permet des ponts un peu créatifs au niveau de la réflexion. Merci beaucoup, François. Allez, je vous laisse sonner le gong. Il est 10h13, très exactement. Vous pouvez retourner à votre place. On va tout de suite évoquer l'emploi maintenant dans cette émission avec Sébastien Naud, expert en recrutement. Alors Sébastien, quelles offres d'emploi allez-vous nous proposer aujourd'hui? Alors Laurence, on va parler de 3 sociétés différentes, 3 types d'offres d'entreprises dont il est intéressant de parler parce qu'ils recherchent aujourd'hui des profils. Alors je vais parler de Gestéos pour commencer. Gestéos, c'est quoi? C'est une start-up. Et pour la petite histoire, qui se trouve dans un espace de coworking, donc du côté de Rennes, et à côté d'elle, donc Gestéos fait du logiciel de gestion commerciale pour les cuisinistes, donc hyper spécifique. Et son voisin fait du logiciel de gestion commerciale, mais pour de l'orthopédie. Donc à la base, cuisiniste, orthopédie, rien à voir. Pas forcément de lien. Sauf que sur la manière de fonctionner, le logiciel et la commercialisation, ils se retrouvent avec des besoins similaires. Et là, ils se disent, on a besoin de recruter quelqu'un, mais pas à plein temps. Chacun à mi-temps, ils se sont dit, et pourquoi on ne créerait pas un poste, à nous deux, une personne qui pourrait être à droite et à gauche au sein de la société. Donc, ils recherchent un assistant ou une assistante administrative et commerciale, quelqu'un d'ultra polyvalent, justement sur Rennes. Donc, ils recherchent surtout quelqu'un avec du dynamisme et qui a envie de vivre une aventure à la start-up. C'est très à la mode en ce moment. Ok, alors une autre offre. Une autre offre, on passe directement dans le domaine de la tomate. Start-up, tomate, Solaren. Connu, très connu. Voilà, très connu. Donc 30 maraîchers qui amènent leur récolte au quotidien sur une centrale, donc logistique. Et là, Solaren recherche aujourd'hui quelqu'un, ce que j'appelle un technicien qualité. Alors pas quelqu'un qui va venir faire la norme ISO, mais quelqu'un qui va accueillir ces maraîchers, regarder les récoltes. Et ces récoltes-là sont classées par étoile, par classe, et va vérifier tout simplement la couleur des tomates ou encore une fois la catégorie. Donc c'est quelqu'un qui va avoir un relationnel assez facile, qui va être aussi hyper pointilleux, rigoureux et organisé. Et en plus de ce technicien qualité, il cherche aussi un commercial qui soit capable de faire le relationnel. Alors c'est un marché hyper spécial, parce que c'est en distribution, on a le téléphone le matin sur l'épaule, on a l'image de l'acheteur en face. Voilà. Mais voilà, quelqu'un qui a envie aujourd'hui, il ne demande pas un diplôme en particulier, mais encore une fois, une personnalité. Donc n'hésitez pas, si ça vous tente d'en savoir plus, vous m'envoyez. Troisième société, on en parle. Allez. Donc là, on va du côté de Brest, un peu proche de la mer. Vous parlez d'une entreprise qui a été reprise par 2 cadres qui étaient un peu mal il y a 3-4 ans, avec Glenn Desmousseau, un des co-associés, qui a repris l'entreprise et il fabrique des pompes à chaleur. Sauf que ces pompes à chaleur-là sont innovantes. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez en image la pompe à chaleur avec je vais appeler ça la verrue, dehors, qui va capter de l'air pour la faire entrer. Eh bien, eux ont supprimé cette verrue-là. Vous mettez votre pompe à chaleur, c'est une plaque qui est collée à la maison, donc elle est complètement invisible et ils connaissent donc une croissance très forte en France et particulièrement du côté de l'Orient, mais pas que. Ils sont à la recherche d'un technico-commercial. Alors, qui va faire quoi? Qui va animer un réseau d'installateurs. Donc, c'est prendre sa voiture, aller représenter la marque, échanger avec ses installateurs et forcément promouvoir la marque Amzer, purement bretonne et qui fait un carton sur la France. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Voilà, vous voyez, si vous n'allez pas sur le cargo dans les 3 mois... Moi, je vais postuler pour le premier job parce que j'adore le pied de cochon. Mais je me dis que l'orthopédie et la cuisine, j'ai des compétences. Il a des compétences en tout, qu'est-ce que vous voulez. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, François. Merci, Olivier, d'avoir été avec nous. Nous sommes à la moitié de cette émission et c'est le moment de rejoindre notre amie Catherine Bossard pour son petit débriefing à mi-parcours. Alors, Catherine, qu'est-ce qui vous a inspiré jusqu'ici? Dites-nous. Pas mal de choses. On a eu, avec Monsieur Rowe, on a eu du voyage. Olivier aussi nous propose du voyage. On a un petit aspect de spiritualité aussi avec François Coulon. Et donc, je recrute moi aussi, Sébastien Naud. Je recrute pour tout à l'heure, en fin d'émission. Je vais essayer d'envoyer les gens dans une expérience
sensitive et d'immersion, voilà, de rajouter un peu de sensitif à ça. Donc je recrute tous les téléspectateurs pour tout à l'heure qu'ils soient là comme cobayes. Voilà. Nous on les recrute aussi sur Facebook, on leur demande de donner leurs réactions, poser leurs questions, il n'y a pas de souci, on relaye nous tout ça en direct puisque l'émission est diffusée en live sur Facebook. Allez, j'espère que la suite de cette émission vous inspirera tout autant, ma chère Catherine. Nous retrouvons dans quelques instants le jeune peintre breton Jonathan Florent qui rêve de devenir peintre officiel de la Marine. Et puis la rubrique numérique de Stéphane Gramont qui nous présentera une petite révolution dans le domaine du e-paiement communautaire. Vous verrez ça tout à l'heure. Qu'est-ce que vous diriez de retourner voir l'ami Billy à la SPA? Ah bah oui. Allez. Oui. Alors Billy, on vous retrouve. Vous en êtes où? Dites-nous. Alors Laurence, nous revoilà au refuge de la SPA de Rennes. Donc maintenant, nous avons à proposer à l'adoption un petit jeune homme qui s'appelle London. Donc London, c'est un chien de plus grande taille que nous avions tout à l'heure, la petite jeune fille qui s'appelait, je ne sais plus comment. Iseult, c'est ça. Donc là, London, il recherche une famille avec des enfants. Oui. Il faut des enfants. C'est un chien très joueur et des enfants, ce serait l'idéal pour lui. Ok, donc un compagnon, quelqu'un pour fatiguer et les enfants et le chien. Comme ça, le soir, on est pépère devant la télévision. C'est ça. Donc London, par contre, est-ce qu'il peut avoir des copains chiens, des copains chats? Alors, on va éviter les copains chiens. Il y a un petit travail de socialisation à faire justement avec ses congénères. Justement, on sera là aussi pour accompagner les futurs adoptants pour qu'il ait des bons comportements. Ok, ça marche. Donc du coup, en maison ou en appartement? Peu importe, à partir du moment où les gens s'investissent suffisamment. Un chien en appartement peut être tout à fait heureux si les gens s'investissent. Donc en fait, il nous fait le micro, c'est-à-dire que quand je parle, il vient vers moi et quand tu parles, il vient vers toi, c'est ça. Donc aujourd'hui, London, lui, ce qu'il veut. Donc à retenir, par contre, ce que je viens de comprendre, c'est que même si on a un grand chien, c'est possible en appartement. Tout à fait. Il faut juste prendre le temps de sortir le chien, quoi. Il faut juste s'investir. Ok, ça marche. Donc effectivement, quand on prend un chien à l'adoption, c'est pas juste comme ça pour amuser les enfants, c'est parce qu'on l'a pour Surtout longtemps. qu'il a 1 an et demi et que du coup, toute son éducation est encore à faire. Éducation encore à faire. Il est quand même déjà bien éduqué, ce chien, puisqu'il se met directement assis. Donc on a un jeune chiot qui a 1 an et demi, c'est ça. Donc un jeune chiot, un jeune chien, quoi. Un grand chiot, on va dire. Voilà, donc il faut continuer son éducation. Donc ce petit London, il est disponible aujourd'hui, là, prêt à faire des câlins au refuge de la SPA de Rennes. Merci beaucoup, Jennifer. Merci à vous. Et puis à bientôt avec d'autres petits loulous, d'autres petits wawas adoptés, juste des câlins à faire. Merci beaucoup, Laurence, à bientôt. Merci Billy, à tout à l'heure. Il y a des candidats à l'adoption sur ce plateau. Non, vous en moi j'ai avez déjà 2 chiens, alors je crois que ça suffit. Bon, Jonathan? J'ai pas de chien, mais je suis pas très souvent chez moi. Bon, ouais, oui, j'imagine. Les cargos n'acceptent pas les chiens, peut-être. Ah, peut-être. Le bateau est trop petit sur Stéphane? Moi, vous connaissez mon chat, mon célèbre chat Elliot. Oui, alors bon, je le plus de préserve. Nicolas, non? Pas de chien? Moi, j'en ai eu un et pas envie d'en avoir un autre tout de suite. Bon, d'accord. Allez, il a laissé une empreinte durable. Jacques Rau, vous parliez tout à l'heure de la relève des peintres officiels. Eh bien, peut-être qu'elle est là, juste en face de moi, avec Jonathan Florent, jeune peintre de la baie de Morlaix. Votre passion, vous, c'est de peindre les bateaux depuis tout petit. Ça vous vient d'où, ça? Je suis né dans les bateaux, littéralement. Ma famille a toujours fait de la voile, je suis né au bord de la mer. Depuis que je suis enfant, je commençais par le tout petit optimiste, la caisse à savon. Et j'ai jamais arrêté. Et la peinture, c'est venu après, finalement. Donc le jour où la peinture s'est vraiment installée, et la mer, ça allait de soi, c'était logique. Bon, alors écoutez, on va vous retrouver dans votre élément, justement, puisque c'est la mer, votre élément. Le magazine Littoral, vous avez consacré un reportage il y a quelques semaines. On va voir ça tout de suite, on en regarde un extrait et on en parle juste après. Et je suis à la maison quand je suis sur l'eau, quoi. Quand je suis sur l'eau, je suis mieux qu'à terre. C'est juste ça. Et au détour de n'importe où, on peut trouver un sujet. Une chose à laquelle on n'a pas pensé. Puis on se dit, tiens, là c'est beau. Là, c'est vraiment, il y a un beau cadrage, il y a une belle envie. Pour moi, la mission du peintre, c'est d'arrêter le temps, prendre le temps de regarder pour les autres. Parce que finalement, les gens nous prennent des peintures parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils trouvent une sensation dedans, parce que ça les séduit. Peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas eu le temps, eux, de s'arrêter sur cette chose et de la contempler. Et là, ça y est, on arrive au paradis. On commence à naviguer dans les lagons. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais ça vaut vraiment le coup. Je considère que pour bien peindre un bateau, il faut le connaître.
Il faut avoir navigué dessus, il faut avoir des sensations, avoir une histoire avec. Parce qu'un bateau, c'est aussi une histoire humaine. Et ces petites histoires qu'on vit sur l'eau, elles créent aussi l'histoire de la peinture. Sans ça, je ferais juste des jolies images. Une différence entre une jolie image et une belle image, une image qui a du sens. Naviguer donne du sens à l'image. Naviguer donne du sens à l'image. C'est fort ça. C'est sorti, oui. C'est sorti naturellement, c'est sorti tout seul, hein, on a bien compris. Cette magnifique baie de Morlaix, incroyable. Alors quand on avait sublime. posté le sujet sur Facebook il y a quelques semaines, au moment de son passage dans le littoral, il y avait beaucoup de commentaires, je m'en souviens, de gens qui voulaient savoir ce que c'était comme bateau. Alors qu'est-ce que c'est comme bateau? C'est le moment de Le répondre. bateau intéressait plus que la peinture. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Ça rend, là, Ça rend humble. c'est un catboat de la baie de Morlaix. C'est construit, c'est une spécialité du coin. J'ai construit chez Jézéquel. C'est bateau traditionnel, un peu remanié, un peu plus moderne qu'à l'époque, mais la série d'origine est de 1923. Donc c'est aussi du patrimoine. Nous avons répondu à nos téléspectateurs, tout va bien. Qu'est-ce qui vous inspire, vous, Jonathan Florent? Vous avez des mentors, vous avez des gens qui vous ont inspiré Je regarde énormément de peintres, et oui, chez les peintres de la marine, il y en a énormément qui m'ont inspiré, des actuels comme des anciens. Qui? Donnez des noms. Allez, des noms, balancez. Sur la génération actuelle, j'ai été formé par Stéphane Ruet au départ. Ouais. J'ai rencontré Jacques, j'ai rencontré Renan Ollier et d'autres. Et à force de rencontres, et j'ai peint avec eux de nombreuses fois, on apprend et on découvre d'autres choses, d'autres manières qui apportent un peu à notre peinture. Et des peintres comme Marin-Marie qui font, en fait, c'est ça qui est incroyable. Quand on regarde, enfin moi je sais pas, moi ça me fait cette impression-là, mais quand je regarde une toile de Marin-Marie, j'ai l'impression que ça bouge, quoi. C'est le but absolu, Marin-Marie, c'est le bateau est vivant et pour moi c'est parfait justement, c'est ce que je recherche. Je suis un peintre de navigation, je suis en mer la plupart du temps, et je cherche le mouvement du bateau et raconter une histoire avec ça. Donc Marin-Marie, pour le coup, a vraiment du sens. C'est peut-être celui que j'admire le plus aujourd'hui. Oui. Ouais, pour vous, c'est donner une âme, finalement, aux toiles. Comme vous dites, naviguer, c'est vraiment ça, l'image, ça donne du sens à l'image, quoi, c'est ça. Tout à fait. Est-ce qu'il pourrait devenir peintre officiel de la marine? Sûrement. Jonathan Florent. Je serais pas toujours parce que c'est son rêve ultime, je pense mais que si j'étais dans le jury, je voterais sûrement pour lui. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces toiles? On voit, c'est splendide. D'abord, on a une forme de filiation. On a la même source d'aspiration, on a à peu près la même façon de travailler. Parce que moi, je suis assez proche de Stéphane Ruet, qui n'est pas du tout de l'école des Tempes, l'école de Philippe le Jeune. Mais il y a un lien intellectuel, la façon de traiter la peinture, et c'est une famille de peinture, c'est certain. C'est un impressionnisme un peu classique, en fait. C'est ça on peut se qualifier ça comme ça. Donc on a eu des liens tout de suite, et c'est très drôle, parce que quand on va peindre dans un endroit, on s'installe toujours dans les mêmes endroits. Et moi, je me souviens de la baie de Morlaix. Au bout de la baie de Morlaix, j'avais été peindre, je m'installe dans un coin, je n'avais rien regardé, et au bout j'avais peint pendant 2 heures, et je me suis retourné, et il y avait Stéphane Ruet et Jonathan qui étaient là, exactement à 50 mètres de moi. Mais alors pourquoi tel ou tel lieu? Vos critères, c'est quoi? Est-ce que vous avez des critères en tant que peintre officiel de la marine? Non, on n'a pas de critères, mais il y a des endroits qui sont plastiques, il y a des endroits à peindre, et il y a des endroits qui ne sont pas à peindre. Est-ce que du coup, c'est quoi un endroit à peindre, Jonathan Florent? C'est dur à dire, on se balade, l'idée c'est de découvrir un endroit sans non plus chercher quelque chose, et de se laisser surprendre par un instant, par une lumière ou un sujet. Et je crois qu'on obéit tous finalement à des codes graphiques qui nous appellent, et là on s'installe, on dit oui c'est là bien entendu, et oui. On s'installe toujours au même endroit quasiment. Et moi, je peins beaucoup à l'Île-Dieu. Eh bien, plusieurs fois, il y a eu beaucoup de peintres à l'Île-Dieu. Notamment, il y a eu Rigaud. Eh bien, deux moments, et je ne connaissais pas ces tableaux, je me suis installé exactement à l'endroit où Rigaud s'installait. Et des gens du point de vue, ah, mais c'est Rigaud qui se mettait là. Donc il y a vraiment, c'est ça, c'est une attirance. Je pense que c'est pareil pour les photographes. Ils photographient, certains, c'est pour un cadrage. Ici, il y a les cadrages, c'est pas n'importe quoi. On cadre systématiquement. Je pense que c'est ça le lien. Et du coup, est-ce que cette communauté des peintres de la marine, vous observez, vous regardez, vous vous dites, ah bah il fait ça, moi je ne vais pas faire ça, ou est-ce qu'il y a des écoles, des familles? Il peut y avoir ça, effectivement, il peut y avoir des gens qui se disent, bah, il fait déjà ça, c'est pas là, je ne vais pas traiter ce sujet-là, il le fait mieux que moi. Ça, il vaut mieux renoncer quand quelqu'un fait mieux. Mais quand on travaille ensemble, on travaille vraiment ensemble. On vient voir ce qu'a fait l'autre, on dit, ah non, tu ne devrais pas faire ça, continue comme ça.
il y a une aide entre pas de nous, il y a une concurrence. stimulation. Si, il y a forcément une concurrence. Aussi, c'est trop beau. Forcément, non, il y a une concurrence. On ne le dit pas, on fait ça en cache sous une camaraderie, mais il y a forcément une concurrence. Dès qu'il y a création, il y a forcément un petit ego qui devient un peu fort. Mais moi, j'ai des amis peintres de l'école de Philippe Lejeune. Christophe de Buchères, François Legrand, Éric Barry, tout ça, c'est des gens qui viennent du même groupe. Et on se suit depuis, et on ne se tire pas dans les pattes. Parlons de notre belle Bretagne. Est-ce qu'il y a des lieux qui vous inspirent vraiment? Faut les nommer, il faut le dire. Alors peut-être pas trop, parce que sinon il y aura plus de monde à y aller. Mais est-ce qu'il y a des coins, vraiment, je sais pas, vous, Jonathan, la baie de Morlaix, c'est sûr, c'est indéniable, mais... La baie de Morlaix, puis je dirais pas où exactement. On m'a même interdit de donner l'endroit de la vidéo. D'accord, très bien. Le secret sera gardé. Non, moi c'est à la surprise, j'ai pas d'endroit de prédilection. Et puis je suis surtout appelé par les bateaux. C'est vraiment le graphisme du voilier. Ah vous, c'est les bateaux? Essentiellement, oui. Et après, ça peut être un lieu industriel, ça peut être un phare, ça peut être une grève, ça peut être un chantier naval. Il y a un ensemble de thèmes, mais j'essaye de m'ouvrir un peu à tout finalement. Et d'être un peu curieux pour se laisser surprendre. Je suis très jeune, donc j'ai aussi plein de choses à faire, à découvrir. J'ai pas envie de m'enfermer tout de suite. Très bien, parce que oui, en fait, c'est ce qu'on dit. C'est pas uniquement peindre la mer, c'est aussi peindre, un chantier naval. Oui, absolument. C'est très très vaste. C'est sujet marine, donc c'est vraiment extrêmement vaste. On n'est plus à l'époque au début du 19e où il fallait rendre compte précisément d'un paysage ou d'un bateau. Là, tout est ouvert et on a la chance d'être dans une période où il y a eu beaucoup d'abstraction, donc on a une grande liberté. On n'est pas obligé d'avoir un rendu très fidèle. Et les marins qui sont très artistes, au fond, ils ne nous demandent pas de peindre tous les boulons, tous les bouts qu'il y a sur un bateau. Ils nous demandent de rendre un esprit, de faire un tableau. Et en fait, le métier de peintre, c'est quoi? C'est faire un tableau. C'est rien d'autre. Et c'est être conscient de son tableau quand on est en train de le peindre, de temps en temps se reculer pour le regarder. Est-ce que ça tient? Il tient, il est bien là. Laisse-le comme ça, parce que tu vas le bousiller. Vous êtes 46 Nous sommes 46, oui, puisqu'il y en a 5 nouveaux qui viennent d'être nommés. 5 nouveaux, dont un photographe, qui est Thierry Desouches, et puis il y a 4 peintres, et dans ces 4 peintres, il y a une femme. C'est la 6e femme, peintre de la marine. 42, mais c'est vrai que comme on est nommé à vie, et que les peintres et les sculpteurs vivent plus vieux que la moyenne c'est une bonne nouvelle. Des autres. Les sculpteurs encore plus que les peintres. Voilà, c'est ce que vous les disiez. sculpteurs encore plus que les autres, parce qu'ils font un peu d'exercice physique, donc ils vivent encore plus vieux. Et donc on a des peintres qui sont très très vieux. On a Jean-Pierre Allot a plus de 90 ans, Michel King, qui est notre doyen, doit avoir 90 ans. Il y a beaucoup de gens de plus de 80 ans. Bon, et donc, vous voyez, vous allez faire baisser la moyenne. Donc voilà, peut-être il faut le temps de faire peinture. Un jeune trentenaire, vous voyez. Bon, peut-être un jour peintre officiel de la marine. Oui, mais je crois que le Benjamin doit avoir 35 ans. Olivier Desvaux, il doit avoir 35 ans. La relève est assurée. J'espère bien. Stéphane, je me tourne vers vous maintenant. On va parler de l'actualité numérique avec votre invité, Nicolas Pelletier. Alors, racontez-nous un petit peu ce qui a retenu votre attention. Non, je ne vous le raconterai pas. J'attendrai que vous me remboursiez la place de spectacle que je vous ai avancée de Nelly Olson, que vous avez reçue oui, c'était vendredi dernier. Que vous avez voulu voir en spectacle ce week-end. Et vous me devez toujours la place, donc j'attends. Ne boudez pas, il y a une solution, je suis sûre. Ouais, non, c'est de la fiction. Enfin, Catherine, si tu peux ne pas m'oublier quand même. Mais sinon, c'est de la fiction grâce à Pledge, la start-up brestoise, montée par Nicolas Pelletier. Alors pourquoi ce genre de situation va devenir de la fiction grâce à Pledge? Pourquoi ça va devenir de la fiction? Parce que, en fait, on a monté une solution qui permet à celui qui réserve pour les autres d'avoir les places instantanément avant que ses copains aient payé. Pas mal, ça. Et donc, ça peut marcher pour les concerts, pour le train, pour les EasyJet, pour tout un tas de trucs, pour les colocs qui achètent une cafetière ensemble ou un canapé. Pratique. Et donc, en fait, l'idée, c'était que les gens, ils aiment bien faire des choses à plusieurs, que ce soit sortir ou voyager. Et il n'y a pas
on ne les aide pas aujourd'hui. C'est pas simple pour celui qui est moteur sur l'initiative. Qui avance et qui souvent se retrouve à attendre des rencontres. Il y a des inconvénients psychologiques. Sur le quai de la gare, première chose qu'on se dit, c'est salut, t'as mes 80 €. Voilà. C'est toujours classe. Et donc, donc on est venu avec une idée qui permet de résoudre tout ça et qui est assez efficace pour les marchands aussi, parce que du coup, ils ont une visibilité sur le groupe de personnes et pas seulement sur celui qui fait la réservation. Donc il y a un aspect un peu data. Alors aujourd'hui, c'est des sujets très sensibles, donc on respecte le RGPD, on fait rien. RGPD. Oui, donc c'est le nouveau règlement. Je ne sais pas l'acronyme exactement, mais revue générale. Voilà. Des politiques. Non, enfin bon, bref. C'est pour la protection des données. Aujourd'hui, on la protection des données. On ne peut plus rien faire sur les données des gens données. sans leur accord express, ce qui est une très bonne chose. Mais néanmoins, alors du coup, la personne qui achète les places doit avancer l'argent quand même ? Non. Elle n'avance pas l'argent, en fait, on fait... Donc c'est Pledge qui avance l'argent. C'est nous qui avançons l'argent et voilà, et on prend notre sécurité, en fait, sur une empreinte sur la carte bancaire de cette personne pour la totalité du panier. Mais en fait, depuis qu'on a lancé, et ça fait plusieurs mois, et on a processé quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros, il n'est jamais arrivé de cas de figure où cette personne et à payer pour un autre. Ce qui pourrait arriver en théorie si les copains ne payaient pas. Mais en fait, on a affaire à des gens qui font des trucs ensemble et qui utilisent la solution parce que c'est pratique. Donc, ce n'est pas dans l'idée de se planter les uns les autres. C'est juste parce que c'est pratique. Après, le copain mauvais payeur, on a tous un copain très sympa, mais un peu mauvais payeur. Et ça, on anticipe. Et l'application permet au leader de payer pour lui. S'il sait qu'il n'a pas les 20 € pour aller voir tel truc, il paramètre comme il veut et il se met la part qu'il veut et donc ça en met autant de moins. Et il faut combien de temps avant qu'on envoie les... Enfin, les copains, ils ont combien de temps? Ils ont 48 heures pour payer. Heures. En fait, depuis qu'on a... Donc 48 heures, c'est suffisamment long pour celui qui est en week-end, hors connexion, pas joignable. Par contre, depuis qu'on a lancé, les gens payent vraiment dans les premières minutes. Voire les premières heures, parce qu'en fait, ils se sont parlé avant. Donc, si c'est vous qui faites la réservation, vous, avec 4 copains pour aller voir une expo, pour aller voir une expo de Jonathan Florent. J'ai vu qu'on peut payer comme ça. Tenez-vous prêt, vous allez recevoir votre notification. Parce que vous renseignez leurs emails. En fait, ce que vous faites quand vous payez avec Pledge, donc qui est notre système, donc c'est à la place de Visa et de Mastercard sur un site internet. Le premier truc, c'est que vous renseignez les emails des copains. Et ensuite, votre carte bleue, c'est tout. Voilà. Et alors, mais s'il ne paye pas au bout de 48 heures. Et ben voilà, là, s'il ne paye pas au bout de 48 heures, c'est celui qui a donné son empreinte de carte bleue qui paye pour le copain sympa, mais un peu mauvais payeur. Ça n'est jamais arrivé depuis qu'on a lancé. Voilà, et après, il faut courir après les et sur plusieurs, maintenant une bonne dizaine de milliers de transactions, donc ça n'est jamais arrivé. Donc c'est le point important. Et par ailleurs, c'est à nous de relancer la personne avant qu'on en soit là. Donc là, on fait une relance à mi-parcours. Mais c'est 3-4% des gens qui n'ont pas payé dans les 24 premières heures. En fait, ça marche très bien. Ce qui est bien, c'est que c'est Pledge qui s'occupe du sale boulot, finalement. C'est ça, qui relance. Et il y a marqué première solution de paiement instantané, ça veut dire que personne n'y a pensé avant vous? Et même pas aux États-Unis, ni en Chine, ni au Japon. Wow. C'est dingue. Je ne sais pas comment on dit cocorico en brestois. Cocorico, parce que là... donc là, effectivement, les premiers contrats arrivent et Maintenant, il faut s'intégrer chez les marchands, donc c'est ça qui est compliqué, parce que c'est un nouveau moyen de paiement, donc ils ne font pas ça tous les jours, et donc ils vérifient que tout marche bien, et ça prend du temps. Donc c'est trop long pour nous, on trouve, mais même si ça avance assez vite. Mais on est en train de développer une nouvelle solution avec Arkea, parce qu'on est à Brest, donc on profite de l'écosystème local, qui à base de cartes virtuelles, en fait, et qui va nous permettre d'être sur ces sites-là, sans avoir là on rentre dans la technique, mais sans avoir à s'intégrer avec eux, donc... un go-to-market. D'accord. D'ailleurs, vous aviez déclaré dans une interview, on a une roadmap produit qui est très intéressante avec un use case standalone qui est bientôt prêt. Ça veut dire que ça marche pas trop mal. Ça veut dire que ça marche bien, quoi. Non, mais ça veut dire, moi, je veux qu'on dise dans quelques temps, on va pledger les places. On va pledger les places. Ce qui veut dire, si on est 4 à aller quelque part... On fait une pledgeoirie. Ce qui veut dire, choper les places tout de suite et chacun paye sa part. Ok, alors je vous propose d'aller pledger un chien. On va retrouver tout de suite notre ami Billy. Billy, vous en êtes où? Dites-nous tout. Toujours à la SPA. Alors Laurence, tout à l'heure nous avions un petit chat qui s'appelait London. Maintenant nous avons un petit chat qui s'appelle New York. Donc New York, lui, il a besoin d'indépendance. Oh, il est quand même assez câlin, mais c'est vrai, ça reste un félin, donc il a aussi besoin de sa tranquillité. Voilà, donc là, en fait, il y a aussi beaucoup d'autres chats qui sont là. Donc du coup, il y a la question de territoire. Quand il sera chez lui, peut-être que le territoire sera plus facilement gardé. Oui, tout à fait. Donc c'est ça. Donc là, New York, il a gardé son petit territoire qui est juste là.
dans la petite cabane qu'elle a. Son copain câlin est là aussi. Et il y a les autres petits chats qui sont tous là, donc ils peuvent vivre quand même avec d'autres chats. Hein. Oui, tout à fait. C'est un chat qui a 1 an, hein, donc qui est jeune et du coup son caractère est en train de se former. Mais c'est un petit chat mignon, vraiment mignon de caractère. Donc comme pour les chiens, quand j'adopte un chat, il est stérilisé, vacciné, pucé. Bien sûr, oui, tout à fait. Et on le teste contre le FIH, le FIV et la leucose, le FELV. D'accord. Donc les chats peuvent être porteurs du virus, le FIV. Est-ce que c'est dangereux pour les congénères? Alors ça peut être transmissible entre chats, oui, c'est pas du tout transmissible à l'humain. Sexuellement uniquement. Sexuellement et par bagarre, vraiment, il faut qu'il y ait contact de sang à sang. D'accord, ok, quand ils se blessent. Tout à fait. D'accord. Donc là, tous nos chats, bien sûr, sont négatifs, sinon ils ne seraient pas ensemble. On a aussi des chats positifs, mais qui ont une communauté bien à eux. Et on peut quand même adopter un chat qui a le FIV? Oui, bien sûr. D'accord. On estime que ce sont des chats comme les autres et qu'ils ont le droit de vivre également. Bien sûr, ok, tout à fait. Donc Laurence, nous avons ce petit New York qui est là, qui a besoin d'apparemment un petit perchoir en hauteur pour pouvoir évoluer tranquillement à la maison. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis, on est toujours disponible ici, au refuge de la SPA de Rennes, pour venir chercher un petit chat ou un petit chien. À bientôt, Laurence. Merci beaucoup Billy, merci infiniment. Les réactions commencent à arriver sur notre page Facebook. Déjà, Caroline de Boissieu qui vous dit bravo Nicolas pour la Startup Pledge. Alors on ne sait toujours pas ce que veut dire le Use Case Standalone qui est bientôt prêt, mais vous allez nous traduire un jour ou l'autre. Ça veut dire un cas d'usage qui tient debout tout seul. Ça veut dire qu'on va pouvoir pledger des places sans être intégré sur un site marchand. C'est-à-dire en fait vous irez sur un site Pledge et sans doute via votre compte bancaire, on discute avec des banques actuellement, pour faire ça, c'est-à-dire pour prendre des places pour les Vieilles Charrues par exemple, 3 places le jour où la billetterie ouvre en décembre et où elles partent dans la demi-journée. Mais si vous voulez être sûr d'y aller avec vos 3 copains et que les 2 autres n'ont pas le temps, ils ne sont pas disponibles ce matin-là, c'est vous qui faites le pledge pour les 3 passes et en même temps, eux reçoivent leur notification pour payer leur part. Ça, c'est un très bon exemple, effectivement. Bon, alors, avis à tout le monde, au festival, pour les festivals, vous utilisez Pledge, vous savez comment faire. Allez, c'est bientôt la fin de cette émission. On va tout de suite appeler l'amie Catherine à nous rejoindre pour le débriefing. C'est parti, elle arrive. Va-t-elle pledger? Oui, je pense qu'elle va pledger, forcément. Une belle pledgeoirie, forcément. Carrément. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu, Catherine? Je vous parlais de séances d'immersion, d'expériences télévisuelles et voire téléphoniques uniques. Je vais vous demander de m'accompagner dans ce voyage avec vous, grâce aux invités, et de fermer les yeux. Tous de fermer les yeux. On n'a pas payé une redevance télé pour ça, mais si. Et je ne commencerai pas cette rubrique tant que tous les téléspectateurs, très bon. Chez vous, fermez les yeux également. À Rostronin, on a fermé ses yeux, c'est super. Suivez ma voix maintenant. Vous êtes en mer, vous allez retrouver votre âme d'enfant. Les bruits et les odeurs vous reviennent, vous sentez le ressac, le tangage du bateau, mais vous n'avez pas le mal de mer. Vous voyez les reflets sur l'eau du soleil comme des coups de pinceau sur la surface de l'océan. Vous êtes maintenant sur un cargo. Vous vous sentez plus léger de 30 000 €. Vous entendez le bruit des mouettes. Elles ont faim. Vous avez envie d'adopter un chien. Vous allez à la SPA, oui. Iseult, Londres et New York sont à portée de main. Vous avez envie d'envoyer un chèque à l'ordre de Catherine Bossard sur France 3 Bretagne, 3 avenue Janvier, 35 000 Rennes. 9 avenue Janvier. 9 avenue Janvier. Je vous enverrai mon adresse Pledge. Vous pourrez également me faire un virement. À 3, vous vous réveillerez, vous êtes heureux, vous êtes sur France 3. Vous pouvez ouvrir les yeux. On se sent plus léger, hein. Vous êtes heureux? Je croyais que j'avais 30 000 €. Mais moi aussi, j'étais persuadée. Voilà, vous avez des choses à faire aujourd'hui. Merci, Catherine. Mais de rien. On peut toujours partir en cargo ou pas? Ah oui, alors non, parce que maintenant, on n'a plus de sous. Faire du Merci infiniment. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci d'avoir passé ce joli moment à nos côtés. Nous recevrons demain Franck Daouben, président de l'association Les Enfants de l'Océan, ainsi que Johan Couteau, réalisateur du film Simon et le Grand Cachalot. Allez, à demain, 9h50. Bonne journée.